et le reste. Et les gens ne pouvaient pas s'imaginer que ça n'allait pas faire de victimes. Et c'est comme ça que, dans l'affolement généralisé, tout ça, l'émotion aidant, très forte, etc., quoi, je ne sais pas comment c'est sorti l'information de 32 morts, il me semble. 32 morts et plus, donc tout le reste. Et ça, si vous voulez, ça a mobilisé d'une manière incroyable parce que ça a touché au plus profond de tout un chacun. Mais la confrontation était très violente, c'est-à-dire c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort, au fait. Hein. L'information qui nous parvenait à l'époque, effectivement, c'était qu'il y a eu des morts et des blessés graves et que nous ne pouvions pas, dans la mesure où la presse officielle ne voulait pas rendre publiques les informations crédibles, parce que tout est là aussi, et même tout ce que le gouvernement pouvait dire, on ne pouvait pas le croire, parce qu'ils avaient tellement l'habitude de mentir, on ne pouvait pas prendre leur dire pour argent comptant. Donc les informations qui sont parvenues à l'époque, c'est qu'effectivement, il y aurait eu des morts et des blessés très graves, ainsi que des rumeurs de viol, et par la suite, évidemment, il s'est avéré que ce sont des informations qui n'étaient pas totalement fondées, même si le comportement brutal de la police de CNS à l'époque pouvait supposer effectivement que ces informations pouvaient se révéler vraies. Ils ont fait une tentative de me forcer à parler à la télévision pour appeler au calme, et en m'invoquant que les gens ont brûlé le drapeau algérien, qu'ils ont profané les cimetières des martyrs, et que la CIA, le Mossad, le SDEC, tout le monde était derrière, et tout ce qui s'ensuit. J'avais refusé. Alors on a pu échapper pour quelques jours, on a essayé avec mes amis Rachid Halat, Stiyat, on a vécu 3 jours de clandestinité à la recherche d'une Ronéo pour continuer le mouvement, pour continuer à irriguer la population de Tract. Et finalement, pour dire aussi, il y a un aspect du mouvement, c'est l'infiltration et tout ça. Et il y a une top qui nous a infiltrés et il va nous prendre dans un appartement au fait qu'il avait donné déjà au service, quoi. Et le 24 au matin, jeudi, donc on somnolait, on essayait de se reposer un peu. Et là, les barbouzes de Zaïsam vont casser la porte, vont intervenir. On essaiera donc de sortir par le balcon. Et là, on est en face de 20 barbouzes armés de clash, de pistolets mitrailleurs et tout ça, et on sera arrêté. Notre rôle que nous avions joué à l'époque ici, donc c'était un rôle d'information, d'abord, pour l'opinion publique internationale, à travers la presse. ولاش un journaliste غور نورحارة ولاش un journal غور نورحارة ولاش une télévision غور نورحارة. Bon, ça donne quelques bribes, ça donne des petites choses, mais nous n'étions pas soutenus. On avait recueilli des centaines de signatures de hautes personnalités littéraires, politiques, etc. en France. Aussi par rapport à notre communauté qui était informée notamment à travers les textes que nous distribuions dans les cafés pour expliquer le combat de nos amis, et aussi lors des galas qui ont eu lieu, notamment le plus célèbre, c'est celui animé par Matoub Lounès à l'Olympia, où il avait fait observer une minute de silence mémorable pour tout le monde. Vous avez imaginé l'habitude de la salle de l'Olympia avec près de 3000 personnes, tous debout comme un seul homme, pour observer une minute de silence qui était beaucoup plus longue qu'une minute. Et ça a effectivement provoqué un élan à la fois de mobilisation pour notre communauté, un élan de sympathie pour toute l'opinion publique qui ne savait pas trop, qui ne faisait pas trop la différence. Pour eux, l'Algérie, c'est des musulmans, c'est des arabes, et puis à la limite, c'est trop loin. Personne ne savait ce que c'était. Donc c'était véritablement pour la communauté française ou étrangère, c'était le début où ils ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ces berbères? D'où ils viennent? Quelle est la différence entre les berbères et le reste de l'Algérie?
وقبل ذو الشنا أول ضربة أما كيسقارني الميت سيلونس في كذا إن غندي المورد ساعتكم وشكان قابل دورا عدو في الليل قد يغلب وشكان قابل دورا عدو في الليل قد يغلب حي ليش نوايا. Ce qui en est sorti, c'est qu'on a continué les interventions, les manifestations, puis ensuite on a fait un deuxième comité, cette fois-ci pour lutter contre la répression, et on a tenu un meeting à la Bourse du Travail. Cette fois-ci c'était beaucoup plus large, puisqu'il y avait eu des représentants de la CFDT, de la CGT même qui étaient là. Alors après, on a fait des interventions au niveau des députés, on a fait des interventions qui ont été répercutées auprès des partis politiques, en particulier du Parti Socialiste, et nous sommes arrivés finalement à ce que le problème, il était en partie, disons, réglé. Bon, c'est à partir de ce moment-là que j'ai bien connu Ali Messini et qu'on a travaillé ensemble à partir de ce moment-là. 2 ou 3 jours plus tard, j'ai été transféré à Bouzaléa. Et c'était le général Toufiq, qui n'était pas général encore, qui nous traitait, c'est-à-dire qui nous recevait dans son bureau. Autant la police, je dois le dire, a été assez brutale et a usé de torture, autant lui se contentait de donner les faits et d'interroger les gens. C'est-à-dire juste en vis-à-vis, lui derrière, dans son fauteuil derrière le bureau et moi de l'autre côté. Et il m'avait sorti une information qui m'avait un peu déstabilisé à un moment donné. Il m'avait dit que mon disque, c'est pas le FFS qui t'a payé le disque. Et effectivement, c'était Maître Missili qui m'avait payé le studio pour 40 000 francs à l'époque. Et donc ils avaient l'information selon laquelle mon enregistrement était financé par le FFS. Mais pour autant, je n'ai pas reconnu à aucun moment appartenir au FFS. Il y avait à l'époque, il n'y avait pas ce qui était d'abord le truc FFS n'était pas mis en avant dans le mouvement, puisque c'était un mouvement qui est parti autour de la langue berbère. Et je crois même que le FFS à l'époque n'avait pas envie ni de récupérer ce mouvement, ni de réduire sa dimension à cette question culturelle qu'il considérait comme étant, je dirais, pas mineure, mais pas aussi importante que cela, mais quand même, à titre tout à fait personnel et militante, il y a effectivement des interventions. Pour beaucoup, nous avions joué un rôle pour qu'elles puissent avoir lieu sur les médias français. Il y a eu des interventions très remarquées et qui ont dû effectivement peser sur le comportement des autorités algériennes par rapport à cela. Une personnalité comme Aït Ahmed qui pouvait intervenir à la télévision chaque fois qu'il avait la possibilité de le faire, ou bien dans les meetings par Mseli, il est évident que ça a pesé certainement sur la position des autorités algériennes. Dès qu'on a été arrêté, moi j'étais blessé donc ils ne savaient pas que c'était grave. Donc ils nous ont évacués rapidement sur un centre de détention, ça doit être le centre de Bouzaléa de l'ASM. Et là, nos camarades, ça faisait déjà 4 jours qu'ils étaient dans ces geôles-là, dans ces interrogatoires. Et il me semble que c'est une organisation, hein. Il y a des gens qui étaient à la DGSN, c'est des centaines d'arrestations, hein. C'est une répression étendue. Et ils ont filtré. Donc, lorsqu'on arrive le 24, ils avaient déjà avancé. Donc, j'avais compris que d'abord, ils ont découvert notre organisation. On a été repérés, pour certains d'entre nous, comme militants de la clandestinité. Ça, c'était connu. Donc, eux, ils ont avancé dans leur traitement de cette affaire-là. Dans la presse écrite, il y avait d'abord la presse
je dirais, un peu moins liée à l'Algérie. La presse qui peut s'appeler le Quotidien de Paris, qui pouvait s'appeler l'Humanité, Le Matin à l'époque, Le Figaro. Il y avait énormément d'articles dans la presse, mais le seul qui était véritablement, auquel nous n'avions pas beaucoup accès, d'abord effectivement, il y a les médias lourds, sur les radios et les télévisions, si c'est sous forme de flash, quand il y a des événements graves qui se passaient, notamment la répression de la nuit du 19 au 20 avril, mais surtout le monde qui était fermé jusqu'à un certain moment. Un interrogatoire, c'est toujours angoissant. Voilà. Mais dès lors qu'on a passé les premières 24 heures, les premières 48 heures, on s'habitue dans sa nouvelle situation de détenu, quoi. On compose, on se fait une carapace, parce que dans une cellule de 2 mètres carrés, il faut s'inventer tout un monde, et même faire du mouvement. Il faut être tourner, compter les pas dans sa cellule. C'est un stratagème pour ne pas sombrer dans le, si vous voulez, dans la dépression ou autre. Et surtout, si vous voulez, se convaincre que vous avez fait quelque chose de grandiose et que ce prix qu'on paye, c'est tout à fait normal, quoi. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas si c'est 10 ans de prison, 20 ans de prison, et on était conscient qu'on est dans un système totalitaire, c'est une atteinte à la sûreté de l'État, que ça peut nous coûter cher. Une fois qu'ils ont terminé leur opération interrogatoire, sur 15 jours comme ça, 24 d'entre nous ont été triés, sélectionnés pour être déférés devant la Cour de sûreté de l'État de Médéa. Et donc on s'est retrouvés à la prison de Barwaguia et à la Cour de Médéa, face au juge et tout ça. Là aussi, donc, c'est une autre étape. On a organisé une grève de la faim, on s'organisait aussi notre défense. On a reçu donc des avocats, on était d'accord pour assumer notre position. يمكن الشفيق روحها البرواقيه كنا تزرع يمدوك عليه وكشمنا على الحبس روحها سبيسيالمون كشماس افيك اون فوس كارت ديدونتيتي اكيد سرقيه الناس ولكن قيمه هذه نهار خالصا مي لا قد زرا فرحات لا قد زرا سعيد سعدي لا كشمنا على الحبس نكون ذاك نتشاث يمس محبوس دي كردان دي برواقيه شي غرم ذا بركان دي برواقيه محبوس دي كردان دي برواقيه شي غرم ذا بركان دي برواقيه إنك نجغ تتروم ميعدل العوام وقد غدي تتوم أهي الدين قسام نسل يرنا ورخدي مالا دي برواقيا نشكل أكنا في سنالا لا محبوس نفوس نسل يرنا ورخدي مالا دي برواقيا نشكل أكنا في سنالا رفد غلني وسيقني يغلد في الإطغام غاس السبية ويم